Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette demi-heure d'information, les titres au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État est à Abuja. Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi pour la capitale nigériane où il prendra part au sommet extraordinaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs points seront abordés durant cette rencontre, principalement la situation sécuritaire et politique dans la sous-région. 51 personnes civiles et militaires graciées, 6 autres en liberté provisoire. Une annonce faite ce jeudi à l'issue du Conseil national de sécurité. Et cette bonne nouvelle, réjouit la classe politique ivoirienne. Des réactions de quelques leaders dans cette édition. Les fonctionnaires et agents de l'État disposent désormais d'un nouveau statut général. La cérémonie de lancement officielle de la campagne de vulgarisation a eu lieu ce jeudi à Abidjan. Le nouveau statut général de la fonction publique se présente comme un outil de gouvernance et de performance de l'administration publique. Merci de suivre l'information sur RTI. Nous vous le disions en titre, le chef de l'État est à Abuja, la capitale nigériane, depuis ce vendredi. Alassane Ouattara y séjourne dans le cadre du sommet extraordinaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des assises axées majoritairement sur la situation sécuritaire et politique dans la sous-région, notamment au Niger. Le chef de l'État sera de retour à Abidjan dès demain, samedi 24 février 2024. Le président de la République, artisan de paix, on le sait depuis hier, a accordé la grâce présidentielle à 51 personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales de 2010 et pour atteinte à la sûreté de l'État. 6 autres personnes bénéficient également d'une remise en liberté provisoire. Une annonce faite ce jeudi à l'issue du Conseil national de sécurité. Cette bonne nouvelle réjouit la classe politique ivoirienne. Nous vous proposons les réactions de quelques leaders dans ce reportage de Michel Digré. Notre président écoute. Il écoute les Ivoiriens. Je ne suis pas surprise qu'il ait pris de telles décisions. Une fois que la liberté est semée, les cœurs s'apaisent. Les cœurs s'apaisent. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne décision. J'ai déjà eu à saluer cette décision du chef de l'État, à le féliciter pour la hauteur de vue et pour son engagement en faveur du processus de réconciliation. Le vent de bonheur de la victoire de la CAN 2023 continue de se répandre sur la Côte d'Ivoire. La grâce présidentielle accordée par le chef de l'État à 51 prisonniers donne un nouveau souffle au processus de réconciliation nationale. La classe politique salue cet acte posé par le chef de l'État. Depuis quelques années, des pas importants sont faits. Je me rappelle de la loi d'amnistie en faveur d'un certain nombre des nôtres en 2018, de toutes les mesures de décrispation après la désobéissance civile. Et ce sont donc des actes qui s'inscrivent dans cette dynamique de réconciliation. Et je voudrais vraiment, au nom du Front populaire ivoirien, saluer les dernières mesures et souhaiter que ces mesures se prolongent, qu'elles s'approfondissent pour que, avant les élections de 2025, nous ayons tourné définitivement la page des graves événements que nous avons connus en 2011 et en 2020. Comme tous nos compatriotes ivoiriens, je me réjouis infiniment de cette grande magnanimité du chef de l'État qui permettra vraiment sans aucun doute de renforcer le climat de paix, de concorde, de cohésion, d'union, de fraternité, de solidarité qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir d'État en 2011. Climat de paix et de solidarité d'union qui s'est manifesté de la façon la plus éclatante lors de la récente CAN 2023. Tous les Ivoiriens en ont été témoins. Et ce climat permet également à la Côte d'Ivoire de se maintenir de façon, j'allais dire, solide sur cette trajectoire de développement économique, social et culturel qu'elle a empruntée depuis 2011, c'est-à-dire depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Nous accueillons cette libération avec beaucoup de joie parce que la libération des prisonniers civils et militaires était réclamée par le président Laurent Gbagbo depuis longtemps.
pour qu'on puisse entamer de façon sereine le processus de réconciliation. Nous ne pouvons que saluer cela. 6 autres personnes bénéficient également d'une remise en liberté provisoire, des décisions qui appellent à la responsabilité de toute la classe politique. Chacun doit faire son effort de réconciliation pour entrer dans le processus de réconciliation. C'est valable pour ceux qui sortent de prison, qui doivent apaiser leur cœur et puis accepter d'entrer dans le processus de réconciliation. Le processus de réconciliation nationale, c'est d'abord l'initiative du gouvernement, et nous sommes disposés depuis toujours à discuter, à trouver les voies et moyens pour qu'on puisse solder tous les contentieux de la crise post-électorale. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous montre bien qu'il est dans sa posture de père de la nation, garant de la cohésion sociale, de la réconciliation, de la fraternité. Il appartient désormais aux Ivoiriens de consolider tous ces acquis. Il a posé des actes forts. Qu'est-ce que chacun d'entre nous est capable de faire pour consolider cela? Pour que cela aille jusque dans tous les recoins de notre beau pays. Que les Ivoiriens se pardonnent, se parlent. Le président de la République, après la victoire des éléphants à la CAN 2023, a souhaité que le climat de cohésion nationale qui a prévalu tout au long de la compétition soit maintenu et renforcé. La grâce présidentielle qu'il vient d'accorder vient matérialiser cette volonté. Et cette grâce présidentielle apporte également joie et quiétude chez les populations, un sentiment traduit au micro de notre reporter Éric Goré. Il faut saluer vraiment le geste du président. On sent qu'on est vraiment dans une Côte d'Ivoire unifiée où toutes les parties ne sont pas mises hors. Donc il faut saluer le père de la nation qui fait vraiment un travail formidable, qui a l'altruisme et l'enthousiasme de voir ses enfants réunis autour de lui. C'est déjà dire merci au chef d'État qui a pensé à ses Ivoiriens, qui a pensé à ses concitoyens, qui, vu leur état carcéral, a pensé à ce qu'ils puissent rejoindre leur famille. Bon, c'est un acte salutaire, vu le contexte de la société politique actuellement de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on salue la bonne foi du gouvernement pour la libération. Ça montre une maturité sur la scène politique ivoirienne. Et nous tenons à remercier le président Alassane Ouattara pour d'avoir gracié ces citoyens-là. L'acte que le président vient de poser hier, vraiment, c'est un acte fort, c'est un signal fort pour la cohésion sociale. Voilà, surtout qu'avec la ferveur que la CAN a apportée, on voit un peuple vraiment réconcilié et appuyé par vraiment la libération. Avec cette belle victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, et pour moi, je pense que c'est une continuité de ce que nous appelons la fête, parce que nous avons dit que c'était un jour de fête et le président, par cette grâce présidentielle, je pense qu'il continue ces jours de fête. Il a reçu déjà des étrangers chez lui, de telle sorte à pouvoir promouvoir ce cycle d'hospitalité. D'autant plus sur le confinement encore, quand les étrangers repartent et leur sortie, ça apaise les cœurs. Libérer les hommes par rapport à la paix, ça consiste n'est-ce pas, à renforcer la cohésion sociale et ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Et pour mieux comprendre l'impact de cette décision du chef de l'État et ce que représente la grâce présidentielle pour une nation, le sociologue Dr Lille Niquez était sur le plateau du 20h en compagnie de Marie-Laure Gourand. Je vous propose un extrait de leur échange. C'est la détente, c'est la décrispation, c'est l'apaisement. Parce que pour tous les Ivoiriens, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons tous pratiquer l'empathie, nous mettre à la place de nos concitoyens, nous mettre à la place de leurs familles, nous mettre à la place de leurs proches. Donc la privation de liberté, c'est ce qui, quelque part, quel que soit ce que nous avons commis comme impair, c'est ce qui nous rappelle un peu de mieux apprécier que quand on est dehors, quand on peut vaquer à ses occupations, c'est quelque chose de vraiment bien. Donc quand c'est fait, automatiquement, la société est détendue. Parce que n'oublions pas qu'à la base, on est dans la société et par rapport à ce qu'on a commis, on nous met à côté, on nous permet d'expier nos fautes, mais de toujours revenir dans la société. Donc, comme disait Michel Foucault en sociologie, surveiller et punir.
C'est-à-dire, en même temps qu'on vous punit, en même temps on vous surveille, en même temps si vous faites amende honorable, vous revenez dans la société. Parce qu'on ne veut pas créer, en gros, ce n'est pas une mort sociale, mais c'est que la société, à un moment donné, quand il y a des éléments de non-conformité, elle est obligée, pour faire l'exemple, pour donner un schéma d'exemplarité, de procéder à cela, mais il faut toujours travailler aussi sur la capacité de retour dans la société, où ce que cela apaise tout le monde. Alors, donc, selon vous, est-ce que cette grâce présidentielle va tourner définitivement la page de la crise post-électorale? Je pense que logiquement, oui, parce que l'heure ne sera plus au règlement de compte, l'heure ne sera plus à faire de la politique politicienne, mais de penser que nous avons des concitoyens qui ont passé un certain temps privés de leur liberté et que leur retour est beaucoup plus ce qui est à saluer. Ce qui est à saluer parce que le pardon appelle le pardon. Et donc nous pensons très sincèrement que nous irons dans cette dynamique-là. Parce que quand on dit plus jamais ça, c'est parce qu'aussi on a des exemples de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et des capacités aussi de rachat. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental pour que tout le monde tire les leçons de cette page sombre-là. Le chef de l'État a donc posé un geste fort. Très fort. La paix, l'union des valeurs, chères au président de la République Alassane Ouattara, et la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée le dimanche 11 février 2024 aura permis au peuple ivoirien dans toute sa diversité de montrer son attachement également à ses valeurs, tous unis comme un seul homme derrière les éléphants. Et cette unité, symbole de l'amour pour la patrie, a aussi renforcé l'admiration de toute la nation pour le président Alassane Ouattara, grand architecte de cette CAN mémorable. Mama Traoré. Ce n'est pas seulement une équipe de 11 joueurs de football que les adversaires de la Côte d'Ivoire ont affronté sur le terrain durant cette CAN 2023. Ils ont aussi affronté une nation de 30 millions d'habitants sur le terrain, 30 millions de personnes unies dans leur diversité, 30 millions de personnes prêtes à tout donner pour voir leur équipe triompher. Souvenir pour souvenir, c'est le chef de l'État Alassane Ouattara lui-même qui a entonné cet élan patriotique en premier, mardi 23 janvier 2023, au lendemain d'une deuxième défaite concédée par les éléphants en match de poule. Il appelait ses compatriotes à demeurer confiants, là où les espoirs de qualification pour le second tour s'amenuisaient. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager, comme le premier président, le président Houphouët nous l'a toujours dit, le découragement n'est pas ivoirien. Et je suis sûr que nous l'aurons une troisième fois très bientôt. Croire et entretenir l'espoir de remporter le trophée, un pari que même les plus optimistes des parieurs n'oseraient. La suite de l'histoire, on la connaît. La Côte d'Ivoire se qualifie pour les phases à élimination directe. Plus rien ne peut arrêter les poulains d'Emers Faé jusqu'à la victoire finale. Fait marquant de l'histoire, c'est l'ADN du 12e homme ivoirien qui se sera révélé à la face du monde. La communion née au stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro en 8e de finale s'est amplifiée au stade de la Paix de Bouaké et n'a pas faibli lors de la demi-finale et de la finale au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. C'est tout un peuple ivoirien qui est en liesse. À quelques secondes de la fin, il revient dans ce match. Des groupes d'animation aux supporters, le leitmotiv était le même. Être la force motrice des pachydermes et faire vivre un calvaire à l'équipe adverse. La stratégie aura payé. Autre fait majeur qu'aura démontré cette CAN, c'est la grandeur de la nation ivoirienne et la hauteur d'esprit d'un peuple. Le temps d'une CAN, clivages, différences et divergences ont su s'effacer pour laisser place à l'esprit d'appartenance à une nation. Cette Côte d'Ivoire rassemblée, que bâtit d'arrache-pied pierre après pierre depuis 2011, le président Alassane Ouattara sous l'idéal de vivre ensemble. La cause de l'organisation réussie de cette CAN a su mobiliser les Ivoiriens de tous bords. Au final, chaque Ivoirien s'est senti fier de voir son pays relever ce défi majeur. Reconnaissance oblige, artistes, hommes politiques et religieux, tous reconnaissent le mérite du président Alassane Ouattara dans cet accomplissement. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu un hommage mérité le 11 février dernier, jour de la finale de cette mémorable CAN.
comme pour lui dire merci d'avoir bâti des infrastructures de qualité et offert une fête grandiose du ballon rond à l'Afrique et au monde pour ainsi rehausser l'image du pays. Nous voici dans la joie. Je voudrais commencer par adresser mes félicitations au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a su croire en la Côte d'Ivoire pour relever le défi africain. Nous avons aujourd'hui la victoire. Tout ce qu'on a vu, derrière, il fallait une volonté politique. Il fallait le vouloir. Il fallait faciliter les choses. Je voudrais ici remercier le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, pour cette volonté politique affichée qui a permis à la Côte d'Ivoire d'abord d'être choisie comme le pays qui allait accueillir cette CAN-là. Ensuite, il faut l'accueillir, mais il faut bien l'organiser. Je ne sais pas où je suis, mais si c'est RHDP ou bien si LMP, ça je ne sais pas. Non, vrai, on applaudit pour le président, donc c'est un monument. Tu es un monument, le vieux. Tu es le reste là, je ne sais pas. Mais route là, tu es un monument dedans. Tu es un monument. Il y a ici, rapidement, je m'en vais comme ça. Oh, président, donne des casselles, ma biou, ma croix, ma bonamu, namaba. Ado des casselles, ma biou, ma croix, ma bonamu, namaba. Ouais, je t'en vais pour rapidement comme ça. Cette Côte d'Ivoire unie et rassemblée qui s'est illustrée lors de cette CAN, Alassane Ouattara veut la pérenniser afin de bâtir une nation forte. Et un climat de paix attire des personnalités. Du 2 au 6 mars prochain, la présidente du Sénat du Canada effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire. En prélude à cette mission, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a rendu une visite d'amitié à la présidente du Sénat ce vendredi. Le diplomate canadien a été reçu en audience par Kandia Camara à la permanence du Sénat à Cocody. Carmel Dia et Sylvain Nguessan. La présidente du Sénat du Canada a annoncé très prochainement en Côte d'Ivoire. Pendant 4 jours, Raymond Gagné va effectuer des séances de travail avec le Sénat ivoirien. La raison de la présence de l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, chez Kandia Camara. Lorsqu'on remarque le leadership, son excellence président de la République, champion he for she, lorsqu'on constate les avancées de la Côte d'Ivoire, c'est un privilège pour nous de recevoir cette opportunité de dire renforçons cette belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada, et qui de mieux que Madame la Présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire. En retour, la présidente de la Chambre haute du Parlement de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, s'est réjouie de cette visite qui va permettre de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. C'est une femme très engagée aussi pour la défense des droits humains en général, mais surtout des droits de la femme. C'est la preuve que les relations entre nos deux pays, qui sont déjà excellentes, vont se renforcer. Et je pense que c'est le sens qu'il faut donner à cette visite de Madame la Présidente du Sénat. Les relations entre le Canada et la Côte d'Ivoire ont été établies depuis 1963, d'où 63 ans de coopération. 732 déclarations de patrimoine en un trimestre. C'est le chiffre des nouvelles déclarations de patrimoine enregistrées par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Une performance jamais atteinte par l'institution, selon son secrétaire général. Et ces informations ont été rendues publiques ce vendredi lors d'un point de presse au siège de l'institution. Les précisions de Dangui Dangui. Déclaration de patrimoine. La décision de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HABG, en date du 13 novembre dernier, de passer aux sanctions prévues par la loi en la matière, porte ses fruits. Du 13 novembre 2023 au 22 février 2024, la HABG a enregistré 732 nouvelles déclarations de patrimoine. Une performance jamais atteinte, a révélé le secrétaire général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, lors d'un point presse. La déclaration de patrimoine est une obligation prescrite
par la Constitution à son article 41 qui prescrit que toute personne investie des fonctions de président de la République, de vice-président de la République, de premier ministre, de président ou de chef d'institution nationale, de membre du gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de parlementaire, de magistrat ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargée de la gestion des fonds publics est tenu de déclarer ses biens conformément à la loi. Selon Oumado Diamoutene, la haute autorité pour la bonne gouvernance tient à veiller à l'application des tests en matière de déclaration de patrimoine. La loi prévoit des sanctions en matière de déclaration de patrimoine. Ainsi, toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui refuse de faire ou fait une fausse déclaration de patrimoine est passible d'une amende qui équivaut à 6 mois de sa rémunération perçue ou à percevoir. Le patrimoine à déclarer comprend l'ensemble des biens meubles et immeubles de l'assujetti, ainsi que ceux de son conjoint marié sous le régime de la communauté de biens et de ses enfants. Au 31 janvier 2024, le nombre total de déclarations de patrimoine reçues par la HABG a atteint 8 364 sur un total de 10 061 déclarations attendues, soit 83,13% de déclarations de patrimoine. Il se présente comme un outil de gouvernance et de performance de l'administration publique. Il s'agit du nouveau statut général de la fonction publique. Ce guide a été présenté officiellement ce jeudi dans la commune de Treichville. Place à la vulgarisation de ce nouvel instrument régissant l'activité des fonctionnaires et agents de l'État. Et le reportage est signé Grace Kondo. Membres du gouvernement et représentants d'institutions reçoivent le nouveau statut général de la fonction publique des mains de la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, un outil de gouvernance et de performance de l'administration publique. Il est composé de 14 chapitres et 115 articles. Plusieurs facteurs tels que l'évolution du cadre juridique de la gestion des fonctionnaires et agents de l'État, l'essor des technologies de l'information et de la communication et leur impact sur la gestion des fonctionnaires, l'apparition de nouveaux emplois qui n'étaient pas encore pris en compte dans la nomenclature des emplois de l'administration publique, n'ont cessé de montrer la pertinence de l'élaboration des nouveaux statuts. C'est la raison pour laquelle cette activité a été inscrite au nombre des réformes à mener au sein du ministère en charge de la fonction publique. Ce nouveau statut général de la fonction publique garantit aux fonctionnaires, entre autres, la protection de leurs droits et de leurs intérêts. Chères travailleuses et travailleurs, nous viendrons vers vous pour partager cette nouvelle loi. Par ailleurs, pour vous former à la démarche et à la méthode du dialogue social, pour vous aider à faire avancer vos discussions dans les comités sectoriels de dialogue social, pour trouver des solutions aux préoccupations urgentes à caractère de gouvernance. Après celui de 1993, le nouveau statut général de la fonction publique enregistre des avancées notables. La loi prévoit la prise en compte des agents publics comme fonctionnaires en laissant la possibilité de faire des aménagements spécifiques liés au statut particulier, tel que prévu par l'article 101 de la Constitution. Un renforcement des droits du fonctionnaire par la création du congé parental, du congé de paternité, de l'institution d'une visite médicale annuelle, d'une couverture sociale, de l'aménagement de l'environnement du travail. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, annonce une vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation de ce nouveau statut général de la fonction publique. Nous devons ensemble, à l'occasion de cette campagne, montrer notre détermination à bâtir ensemble la nouvelle fonction publique, indispensable à l'émergence d'un service public de qualité, au cœur de la transformation qualitative de notre société. Pour une meilleure visibilité du nouveau statut général de la fonction publique, la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, sollicite l'appui de la presse. Elle a donc convié les responsables de différents organes à une rencontre d'échange.
Un tour en France où le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, s'imprègne de l'expérience locale en la matière. Une immersion à Orléans avec au menu plusieurs rencontres, notamment avec les responsables de l'agence Loire-Bretagne dans le cadre de la collaboration axée sur la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, elles-mêmes découlant des réformes nées de l'exécution du nouveau code de l'eau adopté en novembre 2023 par l'Assemblée nationale. Quelles leçons tirées de cette visite? Réponse dans nos prochaines éditions. Toujours en France, le SIA, Salon international de l'agriculture, de retour au Parc des Expositions de Paris, et ce du 24 février au 3 mars prochain. Et pour cette 60e édition, la Côte d'Ivoire ne compte pas rester en marge de cet événement. Une forte délégation conduite par le ministre Sidi Touré qui prendra part à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Marie-Chantal Akandon. Agriculteurs, éleveurs, investisseurs, décideurs se retrouvent dans le grand champ que constitue le Salon international de l'agriculture de Paris, SIA 2024. Le labour va durer du 24 février au 3 mars prochain. La Côte d'Ivoire participe à ce 60e rendez-vous international. L'intérêt de la présence ivoirienne à ce salon est multiple. D'une part, cette rencontre offre une plateforme unique pour échanger sur les défis et les opportunités du secteur agricole, tant au niveau national qu'international. D'autre part, cela permet de promouvoir les richesses et le savoir-faire de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. La participation des ministères concernés, notamment les ressources animales et halieutiques, l'agriculture et les eaux et forêts, est un indicateur de l'importance de ce rendez-vous du donner et du recevoir pour le pays. En réalité, cela démontre l'engagement des autorités ivoiriennes à soutenir et à développer un secteur agricole durable et compétitif, ainsi qu'à préserver les ressources naturelles du pays. Les enjeux et les attentes pour la délégation ivoirienne sont significatifs. Il s'agit notamment de renforcer les partenariats avec des acteurs clés du secteur, d'identifier de nouvelles opportunités de marché et de promouvoir les investissements dans l'agriculture et la pêche en Côte d'Ivoire. Avec la thématique, le secteur des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire, opportunités d'investissement et de création de richesses pour la sécurité alimentaire. Il est clair que la présence du ministère des Ressources animales et halieutiques à ce salon sera mise à profit pour exposer les atouts du pays et les opportunités d'investissement et partant déclencher chez tous les acteurs du secteur l'envie d'y opérer. Pour y parvenir, le ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, présentera au Salon 23 projets innovants en réponse aux objectifs fixés par la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Ces projets, exposés lors de journées thématiques spécifiques, mettront en avant les progrès réalisés et les opportunités d'investissement dans ces secteurs. À cette 60e édition du SIA, l'innovation est au cœur de l'événement avec un zoom sur l'impact des progrès technologiques, sur le développement agricole écologique et une réponse aux besoins des consommateurs. Des présentations de nouvelles méthodes et solutions en matière d'agritech. Les approches agroécologiques serviront à illustrer l'importance de croiser tradition et innovation pour faire face aux enjeux contemporains. Il sera quant à lui au Parc des Expositions de Côte d'Ivoire à Abidjan. Kenji Girac, en terre ivoirienne pour la première fois, l'artiste français sera en concert inédit ce samedi 24 février dès 20h. Mais avant, l'artiste a bien voulu répondre aux questions de Marie-Laure Ngoura. Demain, un sacré rendez-vous. Ça faisait longtemps que je voulais faire un concert ici. Et donc du coup, demain, voilà, c'est le grand jour. Il y a 6 ans, j'étais venu pour une émission de télé, mais là, c'est pas la même chose. Là, je viens avec 1h30 de chansons où on va chanter, danser. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'être sur cette scène demain. Mes chers amis, je serai là-bas, je vous attends et j'ai vraiment envie de passer un moment inoubliable avec vous sur scène. Donc voilà, j'ai hâte de vous voir là-bas, franchement, et de vous faire sourire, et de voir ces petites étoiles dans les yeux. C'est ce qui me fait vibrer à moi. Donc j'espère qu'avec ma guitare, je vais pouvoir vous les faire briller, vos yeux. De tout le monde, que ce soit les jeunes, les mamans, les papas, tous ceux qui viendront à ce concert. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ces...
À l'international au Sénégal, 16 parmi les 19 candidats à la présidentielle rejettent le dialogue proposé par le président Macky Sall. Rappelons-le, le chef de l'État sénégalais a indiqué ce jeudi qu'il quitterait ses fonctions le 2 avril prochain au terme de son deuxième mandat. Pas de nouvelle date communiquée pour l'heure. Le président Macky Sall dit attendre les conclusions du dialogue qu'il a convoqué cette semaine afin de fixer une date précise pour les élections. Et pour des élections apaisées, un climat social, Macky Sall se dit prêt à libérer l'opposant Ousmane Sonko détenu depuis fin juillet 2023. Nous vous le disons à l'entame de ce journal, le chef de l'État est à Abuja, la capitale nigériane. Depuis ce vendredi, Alassane Ouattara y séjourne dans le cadre du sommet extraordinaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des assises axées majoritairement sur la situation sécuritaire et politique dans la sous-région, notamment au Niger. Le chef de l'État sera de retour à Abidjan dès demain, samedi 24 février 2024. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Prochain rendez-vous de l'info demain, 6h30 avec Léon Brou. Excellente fin de soirée.